Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand atelier qui s'intitule « Conflit israélo-palestinien, une paix impossible ?» Point d'interrogation. Ça va être le sujet de notre discussion. Alors, avant qu'on démarre, je dois vous donner une petite information. Peut-être, pour ceux qui le connaissent, vous peut-être réalisez que ce n'est pas Didier Billon qui est ici, qui devait animer et participer à cette table ronde, mais qui a un problème de dernière minute et qui malheureusement ne peut pas être là et qui s'en excuse. Et donc c'est moi, Christophe Ventura, qui suis directeur de recherche à l'IRIS et plutôt en général qui suit les questions latino-américaines, qui vais essayer, disons, de lancer ce débat. Et il est possible que nous soyons rejoints dans un certain moment dans la discussion par Pascal Boniface, qui à ce moment-là reprendra l'animation et la participation à la discussion. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir trois intervenants de haut vol, si je puis dire, sur ces questions si sensibles et si cruciales. À ma gauche, Jean-Pierre Filiu, qui est historien, arabisant, qui est le professeur des universités à Sciences Po et qui a été, comme l'indique votre programme, prof invité dans plusieurs universités américaines comme celle de Columbia ou de Georgetown. Il anime le site du Monde qui s'appelle, enfin le blog, pardon, hébergé par le site du Monde qui s'appelle Ainsi Proche-Orient, et l'auteur également de plusieurs ouvrages dont vous retrouverez les références et dont d'ailleurs certains sont disponibles en librairie à l'étage au-dessus. À ma droite, Armel Charrier, qui est éditorialiste sur les questions internationales à France 24 et qui chaque matin décrypte l'actualité internationale. Spécialiste de la géopolitique et de défense, elle a rejoint France 24 en 2007 et elle est souvent aussi dans C'est dans l'air, pour ceux qui regardent l'émission, et donc interview pas mal de monde pour aussi l'émission L'Entretien. Elle a été reporter à France Inter, à Radio France, et avant de rejoindre donc la rédaction nationale de France 3, avant celle de TV5. Voilà. Enfin, à la droite d'Armel, Dominique Vidal, qui est journaliste, qui a travaillé dans plusieurs rédactions et évidemment centralement dans celle du Monde diplomatique. Dont il a été le rédacteur en chef adjoint, puis le directeur du développement. Depuis 2010, il co-dirige avec Bertrand Badi L'État du Monde, dont la dernière édition d'ailleurs vient récemment de paraître, et elle doit être aussi ici en librairie, ouvrage de référence sur les questions internationales. Il est également membre du bureau de l'IREMO et anime aussi les midis de l'IREMO, qui est en format vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Les deux maintenant, d'accord. Il participe à la Chance pour la diversité dans les médias, qui prépare des étudiants boursiers au concours des écoles de journalisme, essayiste. Il a écrit plusieurs ouvrages et il est également, de temps à autre, et on en est ravi, contributeur à la Revue internationale et stratégique, dont il avait signé un papier très intéressant sur Israël dans le cadre d'un numéro consacré à l'influence des religions dans les relations internationales que j'avais eu le bonheur de co-diriger. Alors, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Alors, je vous mentirais si je vous disais que j'avais préparé l'animation, parce que, comme je vous dis, tout ça est un problème de dernière minute. Donc, Didier Billon, en grand professionnel, avait élaboré avec les intervenants un fil conducteur pour ce débat que je vais tout simplement suivre, et ce qui va me rendre la tâche beaucoup plus aisée. Donc, on va procéder par questions. On va poser des questions à nos intervenants et donc ils auront quelques minutes pour répondre, 4-5 minutes, parce que l'idée vraiment, on aimerait, c'est jamais facile, mais on aimerait laisser du temps pour la discussion et le dialogue avec vous. Donc je vais commencer sans plus tarder, Jean-Pierre Filiu, en posant cette première question. Est-ce que vous pouvez nous brosser à grands traits, bien évidemment, un état de la société et de la scène politique palestinienne aujourd'hui? Peut-être avant de vous céder la parole, vous dire que c'est une question, la question israélo-palestinienne, qui parfois semblait être un petit peu mise de manière un peu plus périphérique ces dernières années, mais les événements récents du mois de mai ont rappelé à quel point la centralité de la question israélo-palestinienne reste totale dans l'échiquier régional, bien sûr, mais au-delà mondial. Jean-Pierre, je vous laisse la parole. D'abord, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, un bonheur de revenir ici au lieu unique et de participer aux géopolitiques qui avait honoré un de mes livres, Généraux, gangsters et djihadistes, en 2018. Alors effectivement,
on est dans une situation assez intéressante sur la scène palestinienne, parce qu'à l'intérieur de ce qui était la Palestine sous mandat britannique, on a à peu près un équilibre des populations. On a 6,5 à 7 millions de juifs israéliens d'un côté et une population comparable du côté palestinien, sauf que cette population palestinienne ressort de 4 statuts différents. Il y a les Arabes israéliens, que les Palestiniens appellent les Palestiniens de 48, ou les Palestiniens de l'intérieur, qui sont 1 800 000. Il y a 300 000 résidents de Jérusalem-Est, qui, eux, à la différence des Arabes israéliens, ne peuvent pas participer aux élections générales en Israël, mais ne sont autorisés à participer qu'aux municipales à Jérusalem, qu'ils boycottent massivement pour ne pas accréditer l'annexion de Jérusalem-Est en 1967. On a 2 800 000, peut-être un peu plus, Palestiniens de Cisjordanie, étant entendu que seulement 40% de la Cisjordanie est sous l'autorité de l'autorité palestinienne, la très mal nommée. Et puis on a un peu plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza. Donc même s'il y a équilibre démographique, on voit que ces statuts du plus au moins dégradés, ou plutôt du moins au plus dégradé, excusez-moi, font que l'espace palestinien est fragmenté. Et ce qui s'est passé effectivement en mai 2021, donc avec une crise qui commence à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, après une mobilisation contre la dépossession d'habitants d'un quartier qui s'appelle Sherjara, crise qui s'étend à Gaza à l'initiative du Hamas, et ensuite à l'intérieur d'Israël même, avec des émeutes sans précédent dans les villes dites mixtes. Elles ne sont pas d'ailleurs si nombreuses que ça, les villes judéo-arabes. Donc on retrouve une espèce de dynamique palestinienne. Sauf que, j'ajoute immédiatement, que cette dynamique qui paraît unitaire à l'échelle donc de la population palestinienne avec ses différents statuts n'est absolument pas portée par une direction politique. Donc on a une mobilisation horizontale, mais on a une faillite de la direction politique palestinienne qui est tragique, qu'on pourrait même qualifier d'historique. Il est quand même assez rare qu'un mouvement qui a profité d'une telle mobilisation internationale, de tels moyens financiers à différentes époques, arrive à une telle faillite. Pourquoi ? Parce qu'on a des partis arabes en Israël qui sont très divisés et des islamistes qui, à l'intérieur de ces partis arabes, ont décidé de soutenir l'actuel gouvernement israélien qui est quand même dirigé par un représentant des colons. À Jérusalem-Est, on n'a pas de représentation politique palestinienne, ce qui d'ailleurs explique qu'à Jérusalem-Est, il y a une telle effervescence. À Gaza, on a le Hamas, avec mes amis à Gaza qui disent qu'ils vivent un double cauchemar, le cauchemar des interventions et des guerres israéliennes, mais à l'intérieur du cauchemar de la domination du Hamas. Et on a en Cisjordanie un autocrate appelé Mahmoud Abbas, élu en 2005, dont le mandat est obsolète depuis plus de 10 ans, qui a suspendu les élections générales qui devaient se dérouler cette année, ce qui est sans doute d'ailleurs aussi une des causes de la crise de mai dernier. Donc on voit qu'il y a une créativité, une mobilisation des symboles. Le dernier symbole du nationalisme palestinien dans l'ensemble de cet espace, c'est la cuillère. J'y reviendrai sur mon blog dimanche, parce que c'est la cuillère de prisonniers palestiniens qui sont évadés récemment, mais qui ont été repris. Donc c'est quand même un symbole vraiment du pauvre, même si ça incarne la résistance du pauvre. Donc à titre personnel, moi ça fait déjà quelques mois que je prône la suspension de toute aide européenne à l'autorité palestinienne, d'abord évidemment du fait de sa corruption et de sa mauvaise gestion, mais fondamentalement parce que dans son refus d'organiser des élections, elle refuse au peuple palestinien son autodétermination, au moins sur ce petit espace dont j'ai dit qu'il était très limité par rapport à l'ensemble de la Palestine historique. Et puis on voit bien
que voilà, maintenant on a un opposant, Nizar Banat, qui a été tabassé à mort au seuil de sa maison. C'est intolérable. L'Union européenne déverse des centaines de millions d'euros, parfois 1 milliard d'euros, pour entretenir ce statu quo qui est totalement délétère. Et je pense que ce serait un électrochoc qui pousserait l'ensemble des acteurs à se repositionner par rapport à cette nouvelle donne palestinienne. Merci beaucoup Jean-Pierre Filliou. On va poser une question similaire à Dominique Vidal, mais cette fois-ci sur l'état de la société finalement et de l'opinion israélienne dans le contexte actuel. Voilà. Oui, moi je vais plutôt essayer de dire ce qui a radicalement changé cette année pour Israël. Si nous avions tenu cette table ronde il y a 1 an, de quoi aurions-nous parlé? Des accords d'Abraham, de la normalisation israélo-arabe et de la marginalisation de la question palestinienne. Or, ce qui est frappant, c'est que la résistance populaire palestinienne telle qu'elle s'est exprimée d'abord contre les ratonnades, puis contre les tentatives d'expulsion de Sheikh Jarrah, puis contre les violences policières à Al-Aqsa, suivies ensuite par l'initiative militaire du Hamas, ça a complètement rebattu les cartes. Le printemps 2021, si on peut l'appeler ainsi, éclairé d'ailleurs par l'été de Kaboul, parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui méritent réflexion commune, il constitue, à mon avis, ce printemps, une véritable leçon de choses. Parce que, comme l'a dit Jean-Pierre, c'est presque la première fois depuis 1948, depuis la guerre d'expulsion des Palestiniens et la naissance d'Israël, que l'État d'Israël s'est retrouvé confronté simultanément à tous les Palestiniens. Ceux d'Israël, ceux de Jérusalem, ceux de Cisjordanie, ceux de Gaza et d'ailleurs aussi, pour une part, ceux de la diaspora. Et au fond, ils ont fait la démonstration que, contrairement à ce que racontait à peu près tout le monde, l'avenir de cette région ne s'écrira pas sans eux. Netanyahou, en fait, et ça a contribué à sa perte, avait voulu faire une démonstration de force. Cette démonstration de force, bien qu'extrêmement sanglante, s'est transformée en démonstration de faiblesse. Et Jean-Pierre l'a dit, mais j'y insiste, il y a 2 choses qui sont du jamais vu. En 50 ans, 60 ans, on peut même remonter à 70 ans au début. D'abord, c'est que Jérusalem et Tel Aviv aient été touchés par des missiles palestiniens, quoi qu'on en pense. Et deuxièmement, que les villes mixtes, comme les a appelées Jean-Pierre, aient été le théâtre de violences extrêmes, avec des colons ramenés de Hébron en bus de manière massive, mais aussi avec des jeunes juifs et arabes s'empoignant directement. C'est comme si, je dirais, on était revenu à la guerre civile d'avant la guerre de 1948. Cette guerre civile que les dirigeants israéliens de l'époque, les créateurs de l'État d'Israël, croyaient avoir effacée en expulsant le gros de la population palestinienne, arabe, autochtone. Et je voudrais le dire parce que ça n'a pas été beaucoup commenté en France. En Israël, dans la presse, dans l'opinion de la rue, mais aussi le chef d'état-major de l'armée israélienne, tout le monde a parlé de la guerre de Gaza, la 4e, comme d'une guerre perdue. Le mot était utilisé couramment. Comme si, mesurez-le bien, toutes ces guerres d'Israël, 48, 56, 67, 73, 82, 2006, les 4 agressions contre Gaza, et on pourrait continuer, n'avaient servi à rien. Comme si on était revenu au point de départ. Sans compter, et je termine là-dessus, avec les relations internationales nouvelles que Netanyahou avait cru avoir reconstruites au profit d'Israël et qui se sont à nouveau dégradées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la reine d'Angleterre avait, en 92, je crois, parlé de annus horribilis. C'est l'annus horribilis d'Israël.
Ça commence le 12 janvier, un rapport de B'Tselem, organisation israélienne des droits de l'homme, qui parle d'apartheid et explique, suivi le 27 avril par l'ONG Human Rights Watch, qui fait la même démonstration. C'est la première fois, hein, dans les deux cas. Le 3 mars, entre-temps, la CPI avait ouvert une commission d'enquête sur les crimes présumés commis dans le territoire depuis longtemps. Et le 27 mai, cerise sur le gâteau, mais la cerise est lourde à digérer, on a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui décide de créer, alors je le cite parce que c'est très important, une commission d'enquête internationale indépendante sur les violations qui auraient été commises dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et, ça c'est absolument du jamais vu, en Israël. C'est-à-dire l'ONU s'occupe de ce qui se passe en Israël du point de vue des Palestiniens. Tout ça, c'est évidemment des éléments dont l'opinion publique internationale va tenir compte nécessairement, et dont sans doute les gouvernements devront tenir compte. Alors je termine, j'ai fini. Le 16 décembre 2020, donc il y a l'année dernière, comme chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté sa résolution sur le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Le texte n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est les votes. 168 voix pour, 5 voix contre. Israël, les États-Unis, les îles Marshall, la Micronésie et Nauru. Voilà ce qui reste. C'est le dernier carré des défenseurs de la politique israélienne. Alors on peut bien sûr à l'ONU voter un texte et le reste de l'année ne plus s'en occuper, ni des Palestiniens, ni du conflit. Mais quand même, c'est difficile que tout cela n'ait pas de conséquences. Donc moi, j'attends avec beaucoup d'intérêt le prochain vote de la même résolution en décembre prochain pour voir si le dernier carré s'est étoffé ou si, au contraire, il a encore diminué. Tout ça pour dire que nous sommes dans une nouvelle géopolitique du Proche-Orient. Merci beaucoup, Dominique. On va continuer un petit peu à élargir justement sur les horizons internationaux. Armel Chari, évidemment, une question incontournable, c'est que faut-il attendre, ou en tout cas, comment vous analysez-vous la politique de l'administration Biden aujourd'hui sur cette question ? Alors c'est vrai que quand on parle d'Israël, forcément, on regarde toujours les États-Unis, parce que le couple est si densément lié qu'on ne peut pas, de toute manière, oublier l'un et l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on regarde Biden avec encore plus d'attention ? Certainement à cause de son prédécesseur. Il faut juste rappeler en 2 secondes que lorsque Donald Trump est arrivé aux États-Unis, ça a été plus que le rêve de Benjamin Netanyahou, qui a trouvé un président américain qui allait plus loin que lui. Il n'aurait jamais rêvé ça. Ça a été une autoroute pour lui, un homme qui reconnaisse Jérusalem comme capitale, un homme qui dise qu'on s'installe dans les colonies, qu'on fasse des colonies en Cisjordanie, ça lui semblait tout à fait de bonne loi. Un homme qui avait comme conseiller sur ces questions-là son propre beau-fils, Jared Kushner, qui était donc le mari de sa fille Ivana. Et donc tout ça, forcément, ça a laissé un impact. Alors je finirai juste le règne Trump par une anecdote, parce qu'elle vous raconte l'héritage Biden, c'est que quand on a appris, rien à voir avec les États-Unis, mais qu'on avait le penseur du nucléaire iranien qui venait d'être abattu en Iran, tout le monde a été un peu abasourdi, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont retrouvé ? Et puis on fait une enquête et on se rend compte effectivement que ce sont les Israéliens qui sont derrière cette attaque. Et les Israéliens qui utilisent une arme qu'on n'avait pas encore utilisée jusqu'à présent, et donc ça intéresse beaucoup, ils avaient mis une mitrailleuse sur une voiture qui était stationnée dans une rue de Téhéran, et la mitrailleuse tire 600 coups à la minute. Autant vous dire qu'aucun blindage de voiture ne résiste à ça. Sauf qu'il n'y a pas de tireur dans cette voiture, il n'y a pas de conducteur. Il y a de l'intelligence artificielle qui fait que du coup, vous pouvez tirer depuis Israël avec un petit délai de latence, parce que l'intelligence artificielle, elle aide, sinon on n'arrive pas à tirer à l'instant T présent. Et pour arriver à faire tout ça,
il faut bien que les Israéliens travaillent avec quelqu'un, c'est les Américains. Et celui qui a donné son accord à ça, c'est Donald Trump. Et si on accélère le mouvement, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, Donald Trump n'est plus élu président des États-Unis. Il vient de perdre les élections en novembre. Donc en janvier, il va rendre sa présidence. Et donc, pour lui faire un cadeau, les Israéliens lui offrent le patron du nucléaire iranien. Vous voyez à quel point les deux pays sont liés ? Donc à ce moment-là, quand Biden arrive, on se dit, eh bien, tout ça, c'est fini. On va avoir un président qui est un président démocrate, qui est un président qui a quand même toujours rappelé qu'il était pour les deux États, qui va s'inscrire dans une politique américaine plus classique, sachant qu'une politique américaine plus classique, c'est quand même une politique davantage favorable aux Israéliens. Mais bon, on va entendre un petit peu quelle est la marge de manœuvre qu'il a. La marge de manœuvre qu'a Joe Biden, c'est d'abord de rappeler aux Palestiniens qu'il est pour les deux États, ce qu'il a fait. Et l'autre marge de manœuvre sur laquelle on l'attendait, c'est qu'il redonne un financement aux Palestiniens qui avait été interrompu par Donald Trump, 225 millions de dollars qu'il a tout de suite dégelé afin de pouvoir aider les Palestiniens. Un bon point. Un bon point, mais est-ce que ça veut dire que c'est un intérêt des États-Unis ? Et c'est là, certainement, que cela cloche. On voit bien fondamentalement que le Proche-Orient n'est plus un intérêt pour les États-Unis. Aujourd'hui, ils sont dans une vision vis-à-vis de la Chine. Ils l'ont montré très clairement ces derniers jours. Kaboul l'a rappelé, l'Afghanistan l'a rappelé. On a vu la crise des sous-marins arriver. Les États-Unis sont intéressés par la Chine. Donc, Joe Biden n'avait pas beaucoup intérêt à prendre le dossier palestinien entre les mains. Mais l'actualité a fait qu'il a dû le faire. Quand il y a eu cette crise entre Israël et les Palestiniens, on a attendu le président américain et on lui a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et on l'a vu qui est embêté parce qu'avant d'être président, il a été vice-président, 8 ans. Donc il sait quel est le bourbier entre les Palestiniens et les Israéliens. Il ne voulait pas aller dans ce bourbier. Donc on l'a vu traîner les pieds. Et on l'a vu, ce qui était intéressant aussi, quand même, être pris par la main par sa gauche, parce qu'il est quand même une alliance de la droite et de la gauche démocrate. Et la gauche démocrate, elle est plutôt pro-palestinienne. Donc elle est plutôt en train de lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce qu'on peut gérer le fait qu'à un moment donné, on a des Palestiniens qui sont en difficulté ? Comment est-ce qu'on gère le fait qu'on se retrouve avec 225 millions de dollars qui sont donnés aux Palestiniens, mais qu'à côté de ça, nous, les États-Unis, nous finançons 4 milliards de dollars pour les Israéliens, pour les aider, pour le dôme de fer qui contre justement toutes les attaques palestiniennes. Comment est-ce que l'on fait ? Et on l'a vu être écartelé entre à la fois cette demande de sa gauche, qui justement lui a rappelé à un moment donné le terme de génocide, ce que personne n'avait osé dire jusqu'à présent, d'apartheid, et donc d'autre part, une partie, par contre classique américaine, qui lui dit que non, les États-Unis existent avec Israël, en étant amis avec Israël, en soutenant Israël et en combattant le terrorisme. Mais je vous donne là peut-être quelque chose d'un peu plus subtil que ce qu'il veut, parce que finalement, si on lui offre la possibilité pendant son mandat d'éviter de se poser la question sur le conflit au Proche-Orient, on a bien compris que c'est ce qu'il voulait. Merci Armelle, merci beaucoup. Écoutez, on va continuer le tour de parole avec Jean-Pierre Filiu qui va nous en dire un petit peu plus sur son analyse de l'impact des accords d'Abraham. Vous avez certainement entendu parler, c'est-à-dire les deux accords de traité entre Israël, les Émirats arabes unis d'une part et le Bahreïn de l'autre, d'autre part. Quelle est la signification de ces accords aujourd'hui dans la région, Jean-Pierre Filiu ? Bien, je crois qu'il faut les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que contrairement aux apparences, ils sont une alliance d'après-Trump. Ils sont une alliance de mise en demeure de Biden. Alors je m'explique. Dans un livre que je viens de publier, Une histoire laïque du Moyen-Orient depuis 395, le dernier chapitre, c'est Vie et mort du Moyen-Orient américain, 1990-2020. Je pense et j'affirme et j'argumente que le Moyen-Orient américain est mort en 2020. Et il est mort au moment où Trump et Netanyahou, donc les meilleurs amis du monde, le président rêvé pour Netanyahou, mais apparemment pas du tout le président rêvé pour les Juifs américains, qui ont voté à 75% pour Biden cette fois-ci et à 80% pour Obama lors du dernier
scrutin. Et donc, on a cette situation complètement surréaliste pour l'ancien diplomate que je suis. On annonce un accord du siècle à la Maison-Blanche et on a Trump et Netanyahou. Cherchez l'erreur. Et on n'a pas un arabe dans la salle. Si à un moment on signale 3 ambassadeurs arabes, justement de ceux qui vont lancer la fameuse dynamique d'Abraham. Donc Trump et Netanyahou ont fait la paix avec eux-mêmes, ce qui franchement n'était pas en soi une grande nouveauté. Et donc Mahmoud Abbas, donc vous avez entendu tout le bien que je pense de lui, même le sous-préfet de Ramallah, même le gardien des portes et du mur, eh bien il a suffi que lui dise non et il n'y a pas eu d'accord du siècle. Donc quand on en arrive à un épuisement de la capacité de projection de puissance, il n'y a plus de Moyen-Orient américain. Et en fait, la dissipation, la pulvérisation de l'accord du siècle, elle porte en soi la chute de Kaboul. Parce qu'on ne peut pas être une puissance en n'étant qu'une puissance militaire. Une puissance, c'est l'ensemble des attributs de la puissance. Et on voit bien que les Américains, eh bien, effectivement, il y aura ce lien très fort entre Israël et eux, mais ils ne veulent plus être une puissance américaine, ce qui, à mon avis, sanctionne leur statut comme puissance globale. Sur un autre ordre d'idée, mais on n'en parlera pas, tant que la Chine n'aura pas de politique moyen-orientale, elle ne sera pas une puissance globale, quels que soient les épouvantails qu'on nous agite ici ou là. Alors les accords d'Abraham, alors là encore, pour un diplomate, ancien diplomate, aujourd'hui historien, c'est fascinant de regarder. Moi, je me rappelle Begin et Sadat, Rabin et Arafat, Rabin et le roi Hussein. Là, on a Netanyahou et en face, on a le ministre des Affaires étrangères. Vous savez ce que c'est le ministre des Affaires étrangères dans un pays comme les Émirats arabes unis ou le Bahreïn? C'est un super directeur du protocole. C'est certainement pas un homme politique. Et jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants de ces 2 pays ne se sont pas affichés officiellement avec Netanyahou. Ça s'est fait au niveau de ministres. Et quand Netanyahou a voulu, dans le cadre de sa campagne électorale, pour son éternelle reconduction, et au bout de la 4e élection en 2 ans, il l'a quand même perdu, il a voulu faire une visite à Abu Dhabi. Mohamed Ben Zayed, le chef des Émirats, a dit « pas question, moi j'ai fait la paix avec Israël, j'ai pas fait la paix avec Netanyahou », ce qui était une grande différence des relations qu'on vient de décrire avec Trump. Mais ce qui est fascinant, parce que voilà, il y a les accords d'Abraham, donc on met dedans quand même des accords de type très différents. Pour le Maroc, c'est le retour à la normalisation de 2000. Pour le Soudan, c'est une condition nécessaire pour être rayé de la liste noire du terrorisme international aux États-Unis et donc obtenir des financements américains. En revanche, on a une vraie paix chaude qui est la première paix chaude entre Israël et un pays arabe. Sauf que ce pays arabe n'a pas de population. C'est 10% de ressortissants pour 90% d'expatriés plus ou moins riches. C'est donc un pays qui tourne avec des Bangladais, des Philippins et autres asiatiques. Et donc, tous les plans sur la comète qui ont été faits sur l'Arabie saoudite, bon, je ne suis pas parieur, mais je suis prêt à parier ce que vous voulez, que tant qu'il y aura le contentieux de Jérusalem, et quel contentieux, on l'a encore vu en mai dernier, jamais l'Arabie saoudite ne formalisera ces relations qui sont officieuses, mais jamais on aura ce type de traité. Et quand on a la crise de mai dernier, est-ce que les Émirats peuvent contribuer en quoi que ce soit à un apaisement? Que nenni. Qui va-t-on chercher? Le Qatar, c'est-à-dire vraiment la bête noire des Émirats, qui ainsi empoche en quelques semaines, avant d'empocher son rôle d'intermédiaire avec les talibans en Afghanistan, la levée du blocus de l'Arabie, des Émirats et de l'Égypte à son encontre, et donc le fait que les Américains eux-mêmes demandent au Qatar de se réinvestir pour pouvoir calmer le jeu à Gaza. Beau succès. Je finirai sur un constat assez simple.
On a rappelé le quinconce, vu qu'ils sont 5, la dernière garde qui vote contre les droits des Palestiniens à l'ONU. Je rappellerai que quand Donald Trump déplace l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il est suivi par le Guatemala. Point. Merci Jean-Pierre. Dominique, il y a une question qui est tout à fait abyssale. Et je voudrais la poser en revenant sur l'actualité du mois de mai que j'évoquais, qui a coagulé comme ça toutes les colères. La question de fond aussi, c'est finalement aujourd'hui, est-ce que la notion même d'un État palestinien est pertinente ? Je voudrais dire une chose, et la dire en particulier pour les plus jeunes d'entre vous. On a tous l'impression que Oslo, c'est éternel. On a toujours vécu dans Oslo, on a toujours vécu dans les 2 États. C'est absolument faux. Jusqu'en 93, mais on pourrait dire jusqu'en 74, jusqu'en 88, puisque l'évolution de l'OLP vers les 2 États s'est faite progressivement. Mais disons 93, puisque c'est la signature d'Oslo, on ne parle pas de 2 États. Du côté palestinien, on parle de Palestine laïque et démocratique dans les années 70, fin des années 60. Du côté israélien, il y a de vieilles théories binationalistes des années 30, mais qui ont été effacées par la guerre de 48. Donc on est dans quelque chose qui est un moment de l'histoire. Les 2 États, c'est un moment de l'histoire. Pourquoi, à mon humble avis, mais je ne suis pas le seul à avoir cet avis, humble ou non, cette solution est virtuellement morte, c'est parce que tous ceux qui dansent ici le savent, pour danser le tango, il faut être 2. Donc tant que les gouvernements israéliens, à partir de Rabin et ensuite avec de plus en plus de mal, faisaient semblant, en tout cas, d'accepter l'idée, la perspective, sans jamais le dire très clairement d'ailleurs, des 2 États, même Rabin n'a jamais parlé d'État palestinien. Alors on pouvait avoir ce qu'on appelait le processus de paix. Mais à partir du moment où Israël dit « stop », et c'est Netanyahou qui a été chargé de dire stop, il n'y a plus qu'un danseur pour le tango, c'est les Palestiniens, avec beaucoup de réticence, mais enfin ils dansent, et puis il n'y a plus de danseurs israéliens. Et on a beaucoup sous-estimé en France, et je dois dire que j'en veux un peu à certains de mes confrères, que je ne nommerai pas par gentillesse, d'avoir sous-estimé la radicalisation de la politique israélienne sous Netanyahou. Ce n'est pas seulement la colonisation, ce n'est pas seulement les interventions de l'armée, les Palestiniens tués. Enfin, j'ai amené ici la liste que OCHA vient de publier ce matin. Elle est terrible. De morts, de destruction de maisons, de déplacement de population. C'est aussi qu'Israël s'est donné une loi constitutionnelle, puisqu'il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois fondamentales, le 19 juillet 2018, dont l'article 1 dit, je cite, « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël. Seul lui, donc pas les autres. » Ça, c'est la définition de l'apartheid. Toute cette discussion autour de l'apartheid, comme si c'était un gros mot, quelque chose, mais non, la loi fondamentale du 19 juillet 2018 crée officiellement quelque chose qui existait officieusement, un système d'apartheid, auquel, comme vous l'avez très bien dit, l'administration Trump a donné son aval en offrant y compris la moitié de la Cisjordanie, grosso modo, à Israël pour qu'il l'annexe. Donc, aujourd'hui, on est dans quelle situation ? La majorité des Israéliens, il ne faut pas l'oublier, sont favorables à une forme d'annexion douce de ce qui reste de la Palestine. On n'est plus dans la période où la majorité des Israéliens était pour 2 États. La majorité des Palestiniens, et en tout cas avec certitude de la jeunesse, n'est plus pour 2 États. Ils considèrent que les 2 États, c'est un cache-sexe de la colonisation et du développement d'une annexion qui ne dit pas son nom et puis qui un jour le dira. À partir de là, on peut penser plusieurs choses. Alors c'est très complexe, donc je vais essayer d'être précis. Premièrement, les 2 États, fondamentalement, virtuellement en tout cas, c'est mort. Deuxièmement, l'État unique, je ne dis pas binational, je dis bien unique. Dans les rapports de force actuels, ça ne peut être qu'un État d'apartheid.
C'est-à-dire où un peuple a grosso modo tous les droits et l'autre aucun, en tout cas sur le plan politique. Troisièmement, et c'est important aussi, nous, Français, qui avons l'habitude d'expliquer à la terre entière comment faire la révolution, que nous ne parvenons pas à faire chez nous. Caractéristique qui nous fait haïr d'ailleurs, ou qui nous rend ridicule, ça dépend des cas, un peu partout. Nous n'avons pas à nous prononcer, même les mouvements de solidarité, à mon avis, personnel, sur la forme institutionnelle que doit être la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ce sur quoi nous pouvons nous prononcer, en tout cas moi, j'y suis favorable, c'est le principe, conforme à la Charte des Nations Unies, de l'égalité des droits entre tous les habitants d'Israël-Palestine, indépendamment de la formule institutionnelle qui permettra la réalisation de cette égalité de droits. Est-ce que c'est une position absurde, parce que certains le disent? Pas plus absurde que les deux États. Si vous regardez une carte, vous regardez l'imbrication des deux peuples, ce que rappelait Jean-Pierre tout à l'heure, des Palestiniens en Israël, des Palestiniens à Jérusalem sans être citoyens israéliens, en Cisjordanie sans aucun droit, à Gaza sans aucun droit, plus les millions de réfugiés qui doublent en gros la population palestinienne, on est devant quelque chose qui est difficilement traçable. Aller mettre une frontière entre les colonies, le mur, on voit bien qu'il y a une impossibilité des deux États, et il y a pour l'instant une impossibilité qu'un État unique soit un État démocratique. Donc ce que disent beaucoup de jeunes Palestiniens, que Jean-Pierre a rencontrés comme moi, c'est, voilà, nous voulons l'égalité des droits. Nous sommes prêts à nous engager dans une bataille de longue haleine, dont nous savons qu'elle sera de longue haleine, mais nous avons des atouts pour la gagner. D'abord, notre résistance, et ça, au printemps, on l'a vu. Deuxièmement, l'opinion internationale. Je ne veux pas développer ici, peut-être on y reviendra tout à l'heure dans le débat, mais il y a énormément d'éléments qui ont bougé dans l'opinion, y compris en France, quand on regarde les sondages, etc. Troisièmement, le fait, comme vous l'avez dit, que Biden a d'autres soucis en tête, mais que son premier souci n'est pas de régler cette question-là. D'abord l'Iran, et derrière l'Iran, la Chine. Et puis, le fait que nous entrons dans une forme d'implosion de la société israélienne, c'est un autre débat, mais qu'il faudrait souligner, qui rend les Israéliens dubitatifs. Je termine là-dessus, puisque tu me dis qu'il me reste une minute. Voilà. Un chiffre que vous ne connaissez pas, je pense, parce que personne ne le donne jamais. Il y a 7 millions de Juifs en Israël et dans les territoires occupés, grosso modo. 1 million de ces 7 millions ne vivent plus en Israël. Ils n'ont pas quitté pour des raisons politiques, ils sont ailleurs. Pour des raisons de business, parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils font des études, parce qu'ils font... toutes les raisons du monde, mais c'est 1 million sur 7. Comme si, grosso modo, 10 millions de Français vivaient hors de France. Ça n'indique pas une prise de position politique, ça indique un doute sur ce qui peut se passer dans 20 ans. Et voilà qu'hier, un site américain bien connu nous indique qu'un ancien responsable américain de très haut niveau a déclaré, mais vous savez, dans 20 ans, il n'est pas évident qu'il y aura encore un État d'Israël. Merci beaucoup Dominique. Alors pour terminer ce premier tour, disons ce tour de discussion, Armel Charrier, j'aimerais qu'on revienne sur une initiative qui a été prise en mars dernier, on en parlait un petit peu en aparté, par la procureure de la Cour pénale internationale qui s'appelle Fatou Bensouda, qui est gambienne, et qui a annoncé le lancement d'une enquête de la CPI donc, sur les crimes commis en fait, sur les territoires palestiniens depuis 2014. Alors, évidemment, cette initiative n'a pas reçu l'aval et le soutien de deux pays qui ne reconnaissent pas en fait, l'autorité de la CPI, c'est les États-Unis et Israël. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'on peut revenir sur cette initiative? Oui, parce que en fait, la Cour pénale internationale, c'est assez passionnant quand on regarde, parce que on sent tout le ressenti et l'émotion de chaque partie sur cette question-là. Parce que la Cour pénale internationale a été créée, il y a quelque chose de généreux, dans le sens où elle est là pour donner de la justice. Et elle est là pour donner de la justice dans des pays
qui n'arrivent pas à se la rendre eux-mêmes et qui ont donc besoin de porter ça auprès, effectivement, de la communauté internationale pour avoir de l'aide, pour pouvoir avoir des témoignages qui soient pris par des juges internationaux, pour pouvoir avoir des protections au moment où vous jugez, pour pouvoir avoir des enquêteurs qui vont sur place. Donc vous imaginez bien que autant on va la comprendre très bien quand il s'agit de pays comme le Rwanda, on va la comprendre très bien quand on est dans les conflits balkaniques. Mais alors quand on parle d'Israël, pour les Israéliens, ça devient impensable. Et si on en est arrivé jusque-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, il a fallu que les Palestiniens se sentent tellement lésés qu'ils disent « nous, on n'a pas d'autre solution ». On a cherché des solutions qui étaient politiques, on a cherché des solutions en discutant les uns avec les autres, on est allé voir la communauté internationale. Officiellement, ils ne pouvaient pas saisir la CPI. Donc, il a fallu qu'ils prennent leur bâton de pèlerin pour acquérir un statut d'observateur aux Nations Unies qui, du coup, les introduisent dans cette capacité de demander à la Cour pénale internationale de mener une enquête sur ce qui avait été commis depuis, vous l'avez rappelé, juin 2014 dans les territoires palestiniens. Sur ce, il a fallu aussi une juge qui soit courageuse. Et c'est intéressant qu'elle soit gambienne, justement, parce que la Gambie est quand même très loin de ce qui est en train de se passer entre Israël et Palestiniens. Et on imagine bien qu'il fallait aussi cette neutralité à un moment donné pour passer toutes les arcanes du pouvoir et imaginer la pression qu'elle a dû avoir sur les épaules. Et donc, cette demande, elle a été faite. Et on demande à ce qu'il y ait une enquête qui soit commise. Les Israéliens, évidemment, n'en veulent pas. Et ils ont la possibilité de le refuser parce qu'ils n'ont pas signé à la CPI, ils n'ont pas reconnu la Cour pénale internationale, tout comme les Américains. Alors, les Américains ne le reconnaissent pas, aussi pour une raison qui est qu'ils ne veulent pas que l'on puisse rentrer, en fait, dans leur propre guerre. Parce que si on adhère, dans ces cas-là, on accepte d'ouvrir la capacité qu'on vienne enquêter sur des guerres ou sur des choses que vous avez commises. Et les Israéliens se refusent radicalement à l'accepter, en disant, de toute manière, nous sommes un pays souverain. Et on est un pays largement indépendant, avec une vraie justice, avec des vraies capacités d'enquêter. Ne croyez pas qu'on ne fait rien. Et c'est là pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est assez passionnant, alors que quand on regarde comme ça fait un peu ardu, parce qu'on voit l'émotion. Et il y a eu une très belle tribune qui était écrite par le président israélien, qui est M. Rivlin, qui est généralement quelqu'un d'assez calme dans la façon qu'il a de se poser. C'est l'ex-président, oui, merci Denis. C'est lui qui a aussi une capacité à chaque fois d'encadrer les choses, parce qu'elle éclairait du côté, en fait, israélien. Et du côté israélien, c'était de dire « Comment vous osez nous faire ça ?» Puisque nous sommes, nous, le peuple juif, dans les origines d'avoir le traitement d'une justice internationale, puisque lorsqu'il y a eu le tribunal Nuremberg qui a été ouvert, c'est bien à cause de la Shoah, c'est bien à cause de toutes les exactions que nous avons rencontrées, c'est bien à cause du génocide que nous avons subi. Et je vous rappelle que ce génocide est l'un des premiers, en fait, c'est pas exactement le premier, même si Israël a tendance à le ramener, on a le génocide arménien d'abord, mais quand même, ça fait partie de ce qui a marqué le XXe siècle. Et donc, il y a derrière tout ça toute cette, j'allais dire, sensibilité israélienne qui est de dire on sait faire. Et c'est vrai que lorsque l'on parle avec les Israéliens dans la rue, eux, ils sont tellement dans la logique qui a été mise en place par Benyamin Netanyahou, qui est une logique de on vous assure la sécurité. Si on est dur comme on est, si on a une armée qui répond au quart de tour quand vous êtes attaqué, si vous avez le dôme de fer, c'est parce que les Palestiniens peuvent être extrêmement violents, extrêmement méchants, et que quand on a vu ce qui s'était passé là dernièrement, quand on a vu les tirs de roquettes, de missiles, tout ce qui se passait, c'est la sécurité absolue. Et ça, c'est le point de vue israélien. Alors, il y a une petite partie de la gauche israélienne qui se fait de moins en moins entendre, qui est de moins en moins présente, qui existait plus fortement politiquement, qui, justement, et Dominique l'a très bien rappelé, est en train de dire, attendez, quand même, on parle maintenant un peu d'apartheid, parce que ce nom, quand vous vous promenez dans le pays, vous le voyez bien, assez rapidement qu'il y a différence de traitement. Ça vous rappelle bien quelque chose, mais pour un Européen, c'est frappant, mais politiquement, c'est pas correct de pouvoir dire ça. Mais là, maintenant, c'est écrit. Donc, il y en a quelques-uns qui disent « il faut faire quelque chose ». Et les Palestiniens disent « il faut que vous nous aidiez ». Mais Israël dit
nous enquêtons nous-mêmes. Et puis, n'oubliez pas que lorsque nous tirons, nous avons des objectifs, nous savons ce que nous faisons, mais que souvent, il y a aussi des civils qui sont mis là parce que les Palestiniens eux-mêmes choisissent de faire tuer une partie de leur population. Donc, ce sont eux qui font les choses. Vous voyez à quel point les imbrications sont denses. Mais donc, du coup, cette question de la CPI, eh bien, on va voir jusqu'où elle va aller. Merci beaucoup Armelle. On va passer maintenant au dialogue avec la salle. Donc on va prendre par petit paquet de 4 questions avec 2 hommes, 2 femmes. Et nos intervenants répondront à ces salves, si je puis dire, 2 questions. Alors il y a monsieur qui a levé la main là, vous pouvez peut-être démarrer. Madame derrière, voilà. Monsieur derrière, 3, et puis on va changer de côté. Est-ce qu'il y a une dame quelque part qui veut parler par là ou par là ? De ce côté, non. Là, non. Alors au milieu, oui, ce sera vous. Voilà. C'est le monsieur qui est au 3e rang. Oui. Du coup, bonsoir. J'avais une question par rapport... Ah non, c'était pas vous, excusez-moi, je sais pas, je vous vois pas. C'est le monsieur qui se lève là, qui doit démarrer. Désolé. Je vais. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous n'avez pas du tout parlé de la notion de religion. Est-ce que la notion de religion fait peut-être partie de la notion de géopolitique ? Elle n'est pas du tout absente. On sait bien que les colons israéliens sont en grande partie des extrémistes orthodoxes profondément religieux. Les partis religieux en Israël font partie à chaque fois des coalitions qui permettent à l'extrême droite d'être au pouvoir. Du côté palestinien, on peut parler de l'islam, l'islamisme, c'est pas du tout absent. Donc, quelle précision à ce niveau-là ? Merci. Merci pour votre question. Alors, il y avait madame derrière qui est 3 rangs plus haut. Voilà. J'ai une question qui va se décliner sur l'ensemble des acteurs qui, à mon sens, sont importants dans une potentielle résolution du conflit. Vous disiez que le conflit israélo-palestinien était en réalité central et qu'on avait tendance à oublier cette centralité, que les événements de mai le rappelaient. Mais aujourd'hui, pour chacun des acteurs que je vais citer, quel est l'alignement des planètes qui favoriserait une sortie de cet éternel conflit ? Aux États-Unis, on voit que la situation est compliquée, que la gauche démocrate, pour ce qui concerne cette question portée par Rachida Tlaib, peine encore à peser sur l'administration Biden. Le monde arabe est englué dans ses problèmes. On a la crise syrienne, la crise libanaise, le chaos yéménite. Enfin, voilà, et chacun des pays arabes a ses propres intérêts. Qu'en est-il de l'Europe ? La diplomatie française est timide à ce niveau-là. Enfin voilà, sur chacun de ces acteurs, et y compris côté palestinien. Merci pour cette question. Je vais prendre la 3e. C'était le jeune homme qui est... Vous n'avez pas levé la main derrière ? Ah oui, c'était vous, voilà, avec le t-shirt champion. Du coup, bonsoir. J'avais une question par rapport à l'opinion française et à l'opinion de l'Union européenne concernant le débat israélo-palestinien. Merci. Ok, une dernière question. Oui, je voudrais... Mais il y a la dame là-haut. Là, voilà. On refera un 2e tour, de toute façon. Excusez-moi, il y a eu un bug. On commencera par le champion, après. Bonjour. Vous avez évoqué assez rapidement la situation actuelle entre Israël et l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous l'évolution de cette situation avec la disparition du roi Salman et l'avènement, j'allais dire quasi certain, du prince Mohammed Ben Salman, qui ne semble pas du tout suivre la même lignée que le roi actuel ?
Merci. On va commencer peut-être par Dominique pour changer l'ordre. Quelques éléments de réaction sur les questions que tu veux traiter. Je ne vais pas prendre toutes les questions, on est 4, donc on va se répartir les choses. Je voudrais juste dire deux points. Moi, comme vous savez, ou vous ne savez pas, je dirige l'État du monde avec Bertrand Badi. L'État du monde a 40 ans, mais nous, on le dirige depuis une douzaine d'années. Bertrand, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, mais aussi beaucoup d'admiration, je trouve, dans les 15 dernières années, nous a appris 2 choses assez simples, mais très importantes. Premièrement, la puissance n'est plus la puissance. Il suffit de regarder Kaboul, ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple, on pourrait prendre beaucoup d'autres, pour comprendre ce que ça veut dire. Et c'est très important pour le conflit israélo-palestinien, parce qu'en termes de puissance militaire, la chose est réglée, à peine le conflit est ouvert, il est terminé. Les rapports de force militaires sont écrasants. Mais voilà, Bertrand nous dit, et je crois qu'il a raison, la puissance n'est plus la puissance. Et deuxièmement, il nous dit, ça va de pair évidemment, les sociétés prennent la main. Ça ne veut pas dire qu'elles l'ont complètement, mais elles prennent la main. Avec ces 2 clés-là, vous avez une réponse, par exemple, sur l'Arabie Saoudite. Vous avez raison, madame, le roi Salman est vieux et malade. Et vous avez raison aussi, lui est relativement ferme sur la question de Jérusalem. MBS, le prince héritier, l'est nettement moins. Mais vous aurez remarqué, comme Jean-Pierre le signalait tout à l'heure, qu'MBS n'a pas signé de traité d'Abraham avec Israël. Et on lui a demandé pourquoi dans Haaretz. Et il a répondu, si je signe, mon peuple me tue. Ça a le mérite de la franchise. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'arrête là-dessus. Ça veut dire que le désir d'alliance américaine, donc d'alliance israélienne, d'un certain nombre de dirigeants arabes, est indiscutable, pour des tas de raisons économiques, stratégiques, politiques, etc., mais qu'il est contrebalancé par la nécessité de tenir compte des opinions arabes. Le CAREP, centre d'études du Qatar, mais qui travaille assez sérieusement, a publié régulièrement un index de l'opinion arabe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la normalisation israélo-arabe? 6% des Arabes sont pour. 6%. Dans les conditions actuelles, ils ne sont pas contre le principe, mais dans les conditions actuelles, 6% sont pour. Et c'est 6% dans une enquête auprès de 27 000 personnes, 900 chercheurs, tout en face à face, pas de mail, pas de téléphone, c'est vraiment une enquête sérieuse. Et n'importe quel dirigeant arabe sait, parce qu'il a lu l'enquête du CAREP, que 6% des populations arabes sont d'accord pour la normalisation. Donc on fait attention. Exemple avec MBS. Deuxième question à laquelle je veux répondre, et je m'arrêterai là, je crois qu'il y a eu, pour des raisons évidentes, un enthousiasme solidaire, parfois de bonne foi, parfois moins, en faveur d'Israël entre 1947, 1948 et, disons, 1967. Pour des raisons évidentes, c'était l'état des survivants de la Shoah, c'était l'état des kibbutz. Pour ceux qui étaient à gauche, c'était une forme de socialisme, en tout cas, on le croyait. Et puis, petit à petit, le désamour s'est installé. Il y a eu Sabra et Shatila, qui a marqué les opinions. Il y a eu l'écrasement de la première intifada, quand Rabin, qui n'était pas encore pacifiste à l'époque, disait « break the bones », cassez-leur les os. Et puis, il y a eu les attaques contre Gaza, notamment celle de 2014. Bref, petit à petit, les opinions, y compris l'opinion française, ont bougé. Je vous donne juste des chiffres de sondage, les sondages valent ce qu'ils valent, mais l'intérêt, c'est l'évolution. 67, 58% des Français sont solidaires d'Israël, 2% des pays arabes, le reste, ni l'un ni l'autre, ou bien ne savent pas. 2010, pour la première fois, 70% des Français disent oui, il faut un État palestinien. 2014, alors là, on est dans vraiment quelque chose de curieux. 74% des Français n'y comprennent rien, mais dans les sympathies, il y a 9% pour Israël et 17% pour les Palestiniens. Et on finit, j'allais dire, je trahis mon sentiment évidemment en disant ça, en beauté, avec un sondage réalisé par l'Union des étudiants juifs de France avec l'IFOP au moment du 70e anniversaire d'Israël, en 2018. Écoutez bien,
C'est bizarre ce sondage, on n'en parle jamais. Notamment le CRIF, il n'a pas remarqué qu'il y avait eu ce sondage. C'est simple, 57% des Français disent avoir une mauvaise image d'Israël. 69% une mauvaise image du sionisme, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais ils le disent. Et 71% disent Israël porte la responsabilité la plus importante dans l'impasse du conflit. Voilà, comme quoi, en tout cas sous cet angle-là, des opinions arabes et de l'opinion française, mais on pourrait en dire autant de la grande majorité des opinions européennes, sauf peut-être l'allemande, on est dans une dynamique qui ne va pas dans le sens de M. Bennett ou de M. Lapide. Oui, je vais prendre la question un petit peu sur les religions qu'avait soulevé monsieur, sur c'est vrai que la question religieuse, elle est fondamentale quand on est en Israël. Elle est fondamentale un peu à tous les niveaux, pour la population israélienne, pour la population palestinienne. Israël est un pays qui, par naissance, est un pays juif, donc qui réclame sa religion. Mais c'est un pays où, quand on se promène, on a aussi des endroits où les Israéliens sont profondément laïcs. Et donc, ils parlent de Jérusalem comme étant la ville des religieux, celle où on ne s'amuse pas. En fait, quand on va à Jérusalem, ils vous ont dit « Oh, bah, vous n'avez pas de chance, tu ne vas pas faire la fête ce soir, parce qu'à Tel Aviv, on peut faire la fête, mais pas à Jérusalem. » Donc, c'est juste une anecdote, mais pour vous rappeler que le pays reste aussi dans des diversités avec sa modernité, mais se retrouve toujours quand on parle fondamentalement de la question juive. Et quand il y a la montée des orthodoxes juifs, il y a une entité politique très forte qui se met en place aujourd'hui et qui a son poids qui devient de plus en plus considérable. On le voit quand on se promène, parce qu'on les voit visuellement, évidemment. On le voit parce que eux, ils ont compris la question démographique palestinienne et donc ils y répondent en disant qu'il faut, dans ces cas-là, qu'ils aient de nombreux enfants. Donc, quand on les voit se promener en famille, on peut avoir 7, 8, 9 enfants autour. On le voit parce qu'il pèse sur l'opinion politique israélienne. Quand il y a la crise du Covid, par exemple, ce sont ceux qui refusent de mettre le masque, de sortir, ils font ce qu'ils veulent dans leurs rues, ils s'embrassent, ils vivent comme d'habitude. Et on n'ose pas trop les contrarier. On n'ose pas trop les contrarier parce que, effectivement, ils représentent un poids important aujourd'hui politiquement. Quand il y a des élections, il faut s'entendre avec eux. De toute manière, Netanyahou a toujours travaillé avec l'extrême droite et que là, on se retrouve effectivement avec un gouvernement où il a fallu aussi négocier avec des partis d'extrême droite. Donc, tout ça amène à avoir un poids qui est important sur Israël. Ça, c'est, je dirais, un côté. Mais l'autre côté, c'est le côté palestinien, où, de la part des Israéliens, les Palestiniens, ce sont des terroristes, potentiellement avec une dangerosité qui est la dangerosité de l'attentat. C'est ce qu'on leur a principalement appris. On leur a dit, vous savez, on peut faire un attentat avec des roquettes ou avec des missiles, on peut faire un attentat avec des couteaux, on peut avoir à n'importe quel âge cette capacité-là. Donc le pays se refermait aussi. Et donc maintenant, quand on s'y promène, il y a des murs et des checkpoints. Donc c'est-à-dire que si on a tellement peur de l'autre, on ne peut pas aller le voir. Et donc du coup, on ne peut pas savoir comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est capable de dire. Alors Jean-Pierre aura certainement des choses profondes à raconter là-dessus, mais je crois qu'il y a aussi dans la jeunesse palestinienne le fait qu'elle veut s'exprimer aussi avec une capacité à dire on est autre chose que tout cela. On est juste des jeunes suréduqués parce que l'éducation, la culture est bonne avec toutes les aides européennes, les aides américaines, etc. Il y a quand même cette capacité-là quand on est sur les territoires palestiniennes, qu'elle ne se retrouve pas dans la politique palestinienne et que ceux qui, du coup, ont de l'allant dans la politique palestinienne, ils sont partis. Donc, c'est principalement l'exil qui guette. Et donc, elle ne veut pas forcément être stigmatisée par cela.
À côté de ça, on se retrouve aussi avec des capacités qui sont aujourd'hui amenées par le Hamas, que l'on voit aussi beaucoup dans la bande de Gaza, où du coup il y a des interférences qui sont faites avec les tunnels, avec les Égyptiens, avec du coup des composantes qui arrivent d'Iran, qui arrivent aussi par le Soudan, etc. Et qui, eux, par contre, ont des ratios qui sont des ratios effectivement de combat, et qui sont des gens qui ont une vision beaucoup plus musulmane, intégriste dans la façon dont on voit les choses, en se disant il faut qu'on arrive à poser des actes politiques par rapport à l'islam. Donc il y a en fait des structurations différentes. La question est devenue effectivement certainement de plus en plus importante. Je m'arrête là. Pardon. Non, mais tu peux finir ta phrase. Hein. C'est bon. Bon. Merci. Alors Jean-Pierre Fillu, il y avait, je crois, sur l'Europe, c'est une question qui a été posée sur l'Union européenne et l'Arabie saoudite. Oui, sur l'Arabie saoudite, je voudrais préciser la question, ce n'est pas l'opinion, c'est le peuple. Le Qatar et les Émirats, il n'y a pas de peuple. Donc, il n'y a pas d'opinion. Voilà. Hein. Donc, un État sans peuple peut faire plein de choses qu'un État avec un peuple ne peut pas faire. Voilà. Hein. Et pour répondre à Madame sur l'Europe, je vais me permettre, de manière très courtoise, mais en même temps d'énoncer un désaccord fondamental avec Dominique sur la question des deux États. Les deux États, ce n'est pas arrivé comme ça à Oslo en 1993. Les deux États, c'est la population palestinienne de 1987 à 1993 qui a imposé à la direction du mouvement national palestinien qu'il adopte officiellement la ligne des deux États parce que, au bout de 20 ans d'occupation à l'époque, les Palestiniens de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et de Gaza voulaient une perspective politique qui ne pouvait s'incarner que dans les deux États. En tant qu'historien, sur cette terre de Palestine mandataire, aujourd'hui d'Israël et des territoires occupés, on a la nécessité de réconcilier deux mouvements nationaux. Ça ne peut passer, cette réconciliation, que par deux États. La solution des deux États, c'est très facile de la brocarder. Comme disait Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Mais pour cela, on a entendu beaucoup de choses sur Israël et sa classe politique, mais il faut savoir que nous sommes, et j'insiste, face à une faillite historique de la direction palestinienne. Et ça ne se résout pas par un coup de baguette magique. Et les populations seules, si elles n'ont pas une institutionnalisation de leur représentation, ne peuvent pas accéder à leur droit à l'autodétermination. C'est pourquoi, j'insiste, il serait nécessaire, voire urgent, d'abord pour l'Europe, pour qu'elle soit conforme à ses propres valeurs, ensuite pour la diplomatie européenne, pour qu'elle soit enfin respectés au Moyen-Orient et non pas considérés comme comme signant des chèques en blanc et après on peut les traiter avec un respect minimal. Il faut savoir que en Cisjordanie, chaque fois que les Américains goudronnent un kilomètre de route, il y a un drapeau américain avant, il y a un drapeau américain après et il y a un portrait du président en fonction au milieu. Des centaines de millions d'euros tous les ans. Nous devons dire à la direction palestinienne qui est en phase de banqueroute historique autour de Mahmoud Abbas que trop, c'est trop. Et je vous assure que cet électrochoc, à la fois, serait parfaitement compris dans la population palestinienne. J'ai souvent intervenu, Armel avait la gentillesse de me tendre la perche en arabe dans des campus palestiniens, aussi bien d'ailleurs en Cisjordanie qu'à Gaza. Chaque fois que je mettais en avant l'aide de l'Europe, ils nous disaient « nous ne voulons pas votre aide, nous voulons nos droits ». Et c'est donc à cela qu'il faut revenir. Et pour cela, à mon avis, il faut sortir à tout prix de la gestion humanitaire, mais aussi tracer une perspective des deux États qui est la seule solution pour réconcilier les deux nationalismes qui sont tous les deux légitimes sur cette terre. Merci. Alors, il nous reste 8 minutes très précisément. Dominique va réagir en 1 minute et je vous passerai la parole après, comme promis.
je n'ai pas du tout de désaccord avec Jean-Pierre sur l'histoire. Toi, tu étais diplomate, moi j'étais journaliste, ça fait 50 ans que je vais là-bas. Il y avait un enthousiasme populaire qui a poussé Arafat, qui a su s'en servir, vers la solution des deux États. Mais tu sais comme moi qu'au fil des années, ça fait 30 ans qu'Oslo, presque, a été signé, en fait, le processus de paix et la perspective de deux États s'est arrêté avec l'assassinat de Rabin. Et on a eu, à partir de l'assassinat de Rabin, un rétropédalage de plus en plus vif et violent, même avec Netanyahou. Donc, le dégoût des deux États est aujourd'hui aussi fort dans la population, et notamment la jeunesse palestinienne des territoires, je ne parle même pas de la diaspora, qu'était l'enthousiasme pour cette solution quand elle s'est présentée. Moi, je ne dis pas qu'il faut ceci ou il faut cela. Je constate que sur place, j'y vais tous les ans, ça fait 2 ans que c'est plus compliqué, il n'y a plus de confiance dans la perspective des deux États. Il y a confiance dans la bataille. Il n'y a plus de perspective des deux États. Si on rouvre la perspective des deux États, on recréera de la confiance. Je crois que, en tout cas, ce qui est fort, ce que moi je constate comme un constat de journaliste, là, c'est pas de l'analyse historique, c'est qu'il y a l'idée de l'égalité des droits. C'est ça qui est l'idée dominante chez les jeunes. Et ils te disent, concrètement, ça peut être 2 États, ça peut être un seul, mais nous, ce qui nous importe, c'est l'égalité. Et l'argument que tu donnes sur la faillite de l'autorité palestinienne, il va dans ce sens. Ils nous disent, c'est un État avec eux, non. On va s'arrêter là. Voilà. Un échange de vues, comme on dit, un débat. Alors voilà, il y a jeune homme champion, et après on verra le temps qui nous reste. Allez-y. Bonjour, alors j'avais une question. Comme on voit que l'Israël et la Palestine ne sont pas en mesure de s'accorder pour régler ce conflit, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'une véritable intervention internationale ait lieu au sein du pays, judiciairement et diplomatiquement, pour régler définitivement ce conflit et mettre en place une entente durable, on l'espère, entre ces 2 nations? Merci. On va prendre une dernière question. Monsieur, allez-y. Je crois qu'il n'y a pas de dame. Vas-y. Et rapide, hein. C'est pas une question, c'est une prière pour la Palestine. C'est un poème sur un jeune homme. Monsieur, qui ça s'appelle m'embête. L'enfant de la paix. On n'a pas le temps, monsieur, je suis désolé. Vite fait. Pour le soigner, pour le guérir, pour l'éduquer, pour le chérir, le voir grandir, le voir courir, le voir sourire, le secourir. Très sain de corps, excusez-moi, et sain d'esprit. J'aime pas plus faire de ça, remords et plus de cris. Vive la Palestine! Merci. Alors, écoutez, vu que du coup il nous reste vraiment peu de temps, un dernier tour de réaction à partir de la question du jeune homme. On va repartir depuis Jean-Pierre. Et quelques mots de conclusion finalement. Oui, ma conclusion sera simple. Les bonnes volontés doivent toutes se mobiliser. Comme je l'ai dit, chacun a ses moyens de pression, mais on ne pourra pas faire la paix à la place des peuples. D'où mon insistance têtue, bornée, répétée en faveur de la solution à 2 États, car chacun a besoin de se savoir chez soi, avec son drapeau, avec son passeport et avec la fierté de vivre sur une terre reconnue internationalement. Merci. Armelle Charrier, votre mot de conclusion, ou en tout cas un rebond à partir de la question du jeune homme pour conclure, en forme de conclusion donc. Alors, pas d'intervention internationale, bien sûr, dans ce conflit-là aujourd'hui, parce que ne serait-ce que sur le plateau du Golan à côté, on voit qu'il y a une intervention depuis 1974 et que c'est vrai que ce n'est plus tellement à l'ordre du jour aujourd'hui d'avoir une intervention. Moi, je trouve que ce qui est frappant dans ce conflit, finalement, c'est qu'il va être mouvant malgré les êtres humains, c'est-à-dire qu'il va être mouvant dans le temps, comme on le rappelait, par, je pense, le poids démographique. Quand on se promène, on a bien, effectivement, Gaza, qui aujourd'hui étouffe par 2 millions de personnes qui sont retenues dans cette toute petite bande. On n'imagine même pas ce que c'est que leur vie. On a bien des territoires qui sont en Cisjordanie, mais quand on se promène, ils sont perlés de colonies.
être perlé à tel point que c'est même plus en fait un territoire, c'est un petit gruyère, et qu'on voit bien que de toute manière, il y a tout un bandeau qui est en train de se mettre en place pour qu'il puisse y avoir effectivement un passage de la Méditerranée vers la Jordanie. Et donc, on voit qu'on est sur des choses qui se sont enquistées au fur et à mesure. Il y a un renoncement de certains à vouloir se dire que du coup, on peut imaginer le meilleur, ce qu'on imaginait dans le temps. Dominique le rappelait joliment. Et chez les Israéliens, aujourd'hui, c'est plus la question de la sécurité qui l'emporte. Beaucoup moins la capacité de rêver, finalement. Et ceux qui le peuvent encore ont un peu de mal. Chez les Palestiniens, il y a encore évidemment ce son que vous incarnez, monsieur, de dire on voudrait quelque chose, on voudrait revoir nos maisons, nos orangers, on voudrait revoir notre liberté, on voudrait pouvoir circuler, on voudrait pouvoir aller voir notre famille, là, qui est juste là, sans passer par 8 checkpoints. Mais est-ce qu'on en aura encore le courage ? Est-ce qu'on aura encore une capacité à vivre sans être étouffé par la corruption de ceux qui nous en ont spolié ? Jean-Pierre l'a rappelé avec les politiques palestiniens. Donc tout cela nous laisse finalement assez dubitatifs. Et c'est pour ça que je dis qu'on sera peut-être porté par l'histoire plus que par ce qui va se décider. Moi, personnellement, mon premier voyage date de 1970. Donc j'ai observé la lutte armée, j'ai observé le processus de paix, j'ai observé la colonisation, l'annexion. Je ne crois pas du tout à une intervention militaire de la communauté internationale, mais il y a d'autres choses à faire. Vous savez, si l'Union européenne suspend l'accord d'association en disant à Israël ou vous appliquez la règle internationale, le droit international, ou bien 30% de votre commerce extérieur devient, sinon dit impossible, en tout cas très difficile, ça a des effets. Après tout, on a utilisé les sanctions contre la Russie, on a utilisé les sanctions contre Saddam Hussein, un peu partout, jamais contre Israël. Voilà une idée, que la communauté internationale fasse pression, voire prenne des sanctions. Pour quelle solution ? C'est là que je diverge de ce que dit Jean-Pierre. Moi, je suis pour toute solution que les Palestiniens et les Israéliens décideront ensemble d'adopter. Que ce soit un État, que ce soit deux États, que ce soit une confédération avec la Jordanie, que ce soit ce que vous voulez, du moment qu'ensemble, ils le veulent, et que ce soit conforme à la règle de la charte de l'ONU, c'est-à-dire l'égalité en droit des habitants d'une même terre. Ça peut être une égalité en deux États, en un État, en une confédération, encore une fois. N'oubliez pas, en tout cas, je termine là-dessus, que depuis le 1er janvier, 321 Palestiniens ont été tués, 15 373 ont été blessés, 15 Israéliens ont été tués, 670 structures palestiniennes ont été démolies, 333 attaques de colons ont été recensées, 2843 opérations militaires, recherche et arrestations menées par l'armée. Ça, c'est la réalité de tous les jours, telle que l'ONU la recense. Ne l'oublions pas, nous on parle, et là-bas, on meurt. Merci Dominique pour cette conclusion. Je voudrais qu'on remercie nos intervenants, vous remercier aussi pour votre présence. Je vous informe, donc on va terminer notre débat et qu'à 18h, vous pouvez monter, parce que ça a déjà commencé. Il y a tous les auteurs de la journée qui sont disponibles pour des signatures, des dédicaces de leurs ouvrages, dont nos intervenants qui vont les rejoindre dans un instant, et certainement l'occasion pour vous de pouvoir continuer à échanger informellement avec eux. Donc rendez-vous là-haut à la librairie pour les dédicaces. Merci et belle soirée, à demain.